fidèles auditeurs et téléspectateurs des médias partenaires du Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue au forum de la presse du Studio Kalangu de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage sur les faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine. Et cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité et qui ont retenu notre attention sont d'abord la célébration de la fête de Tabaski ou Eid el-Kébir. Ensuite, nous reviendrons sur l'adoption par l'Assemblée nationale le jeudi 22 juin dernier de la loi modifiant l'article 1er de la Constitution du 25 novembre 2010, intégrant le texte du nouvel hymne national, l'honneur de la patrie, en remplacement de la nigérienne. Enfin, nous terminerons avec du sport et ce sera pour parler de la suite de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. CAN U23, débuté le 24 juin dernier au Maroc et qui se poursuit. Le Niger a déjà enregistré 4 points lors de ses 2 premiers matchs par rapport donc à cette CAN U23. Et pour analyser ces principaux faits, j'ai le plaisir de recevoir nos confrères Sidikou Ousmane, journaliste indépendant, Abkiari Aremi, journaliste à la radio alternative, et Ousseini Issa Jibo, journaliste indépendant également. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. Nous débutons le forum de la presse de ce soir avec de la religion. La Oumma islamique du Niger a célébré mercredi dernier la fête de l'Eid el-Adha ou fête de Tabaski. Un grand moment de prière, de pardon, de sacrifice et de partage. Cette fête qui est célébrée le 10e jour du dernier mois du calendrier lunaire est en commémoration du sacrifice du prophète Abraham. À l'occasion de cette fête, le Conseil islamique du Niger a, dans un communiqué qui a annoncé sa date de célébration au Niger, souhaité bonne fête à tous les musulmans du Niger et appelé à œuvrer pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Niger. Des vœux également formulés par de nombreuses personnes à l'occasion de cette fête de Tabaski. Ousmane Sidikou, dans quel contexte est intervenue cette fête de Tabaski au Niger? Michel Deji, à vous et ainsi qu'aux confrères ici présents, merci. Occasion pour nous de présenter nos vœux de bonne fête à toute la Oumma islamique, une fête célébrée dans la communion des cœurs et des esprits. Vous l'avez si bien dit, fête de pardon, mais surtout de partage. La fête, même si nous l'avons célébrée, continuons de la célébrer tranquillement ici. Occasion pour nous d'avoir cette pensée aux frères qui sont en proie à cette insécurité, à ces FDS qui, de nuit comme de jour, pour la préservation de l'intégrité du territoire et la protection des vies des personnes et de leurs biens, nous ne pouvons que leur rendre cet hommage, dire que nous sommes du cœur et des esprits. Cette fête, nous aurions voulu, à travers les différents messages, que cela se matérialise dans les actes des uns et des autres. Dans tous les pans de la vie socio-économique de notre pays, à travers les acteurs, il faudrait que cette communion se ressente pour la consolidation de la paix qui nous est si chère, pour la consolidation de la cohésion sociale, comme l'a si bien dit une de nos autorités, la paix que nous voulons pour le Niger, nous la désirons pour le reste du monde, mais nous la désirons davantage pour notre pays qui en a tant grandement besoin. Donc j'en appelle aux différents acteurs politiques, culturels, vraiment à faire front commun pour que cette paix se matérialise dans nos actes. Ça ne sert à rien de claironner sur tous les toits, ça ne sert à rien de crier à tue-tête la paix, mais la paix, comme l'a si bien dit un illustre président africain,
la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Il faudrait que cette paix se traduise véritablement à travers les actes de nos jours. Boigny, l'ancien président ivoirien. Il faut donc promouvoir le vivre ensemble à Bokiari Arimi. Comment cette fête a été célébrée? Quand on parle de cette fête de Tabaski, on pense à beaucoup de choses, dont l'animal qu'il y a lieu de sacrifier pour ceux qui ont les moyens. Oui. Est-ce que cette année, ces animaux, et en particulier le mouton, qui est beaucoup plus sollicité, étaient à la portée de toutes les bourses pour les consommateurs nigériens? À la portée, certainement, c'est trop dire. Parce que moi, la moyenne que j'ai vue pour un mouton moyen, c'est autour de 100 000 francs CFA. Je crois que c'est un peu encore trop pour le commun du Nigérien. Parce que 100 000 francs, c'est certainement au moins 50% des salariés du Niger qui ne sont pas au-delà de ce montant. Ça fait presque trois fois le SMIC. Voilà, ça fait 3 fois le SMIC. Et pouvoir payer le mouton pour un travailleur ordinaire qui ne vit que de son travail, ça reste un challenge. Néanmoins, on se connaît tous, on se donne les moyens de garantir ce sacrifice de notre religion, n'est-ce pas, ce sacrifice annuel. Et donc, sinon, en termes de disponibilité, ce que j'ai vu, je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des moutons. Moi, la veille de la fête, j'étais à l'extérieur de la ville, donc quand j'ai rentré, j'étais impressionné par le nombre de moutons qu'il y avait sur les sites de vente, mais aussi qui entraient vraiment chargés par des camions. C'est extraordinaire. Donc, c'est disponible. Autrement dit, un peu les commerçants, entre guillemets, vraiment qu'on dit véreux, essaient de prendre le dessus. Et donc, le prix qu'ils fixent est vraiment au-delà de ce que ça doit être. Parce que pour fixer un prix, tu as un prix d'achat, le prix de transport, le prix de la prise en charge si tu l'as acheté, et tu additionnes et tu mets un bénéfice là-dessus. Mais au vu de ce qu'on a, parce que si tu as de l'argent, le premier prix qu'on te fixe et le prix auquel tu achètes, l'écart est souvent très grand. Et moi, je pense que comme ce qu'on demande généralement à la veille de la fête, en fait pendant le Ramadan, les musulmans, parce que ceux qui vendent aussi, c'est des musulmans. Oui, c'est bien de pouvoir vraiment manger grâce à son commerce et tout, mais il ne faut pas vouloir exagérer. La preuve qu'il y a des invendus. Autrement dit, l'obligation d'égorger un, tout le monde l'assume, mais si tu veux faire 2 ou 3, le prix t'en dissuade. Et donc, vaut mieux vouloir vendre plusieurs que de vendre un seul et ramener l'autre à l'année prochaine. On ne sait pas qui va voir l'année prochaine ou pas. Donc ça, c'est un des aspects. Et moi, je pense que les Nigériens commencent à mettre le contexte, l'exigeant, la pauvreté ambiante, mais aussi le réalisme, j'ai vu tant prôné même par les gouvernants, fait que je n'ai pas vu, par exemple, beaucoup de volailles cette fois-ci. Il n'y avait presque pas de volailles, alors que pour les repas de fête avant... Oui, pour le repas de fête, les gens préparaient de la volaille, puis ils égorgeaient le jour de la fête parce que la distribution de la viande de la fête se fait parce qu'avant, certains partageaient le repas dans la matinée. Maintenant, c'est beaucoup plus le partage de la viande. De la viande qui a préoccupé. Je crois que aussi les actions des religieux, parce que les réseaux sociaux aidant, beaucoup de marabouts se sont mis à attirer l'attention des uns et des autres pour dire que même le partage, en fait, c'est aux nécessités d'abord qu'il faut donner, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine que ton voisin, tu lui amènes, lui aussi il t'amène presque la même quantité. Bon, oui, c'est bien, vous avez peut-être échangé, mais ce n'est pas d'échanger qu'il s'agit, il s'agit de donner. Ou le tiers ou la moitié de les moyens. Voilà, et ceux-là, souvent ils viennent d'eux-mêmes. Ils tapent à la porte pour demander, et dans le quartier, on sait qui n'est pas à mesure de le faire, qui n'a pas, et dans la discrétion aussi, pour que les enfants, d'abord, ne se fassent pas des histoires entre eux, pour pouvoir partager. Donc moi, je pense que ça vient. Il y a quelques années, un ami mauritanien me dit que nous, on met beaucoup
beaucoup d'accent sur vraiment les à côté, c'est-à-dire les accoutrements, le fait d'avoir le plus gros mouton du quartier. Eux, ils ont dépassé ça. Je crois que nous aussi, on tend vers ça, ce qui est une très bonne chose. On est en compétition avec personne. Il s'agit de pratiquer notre religion qui nous demande, si nous avons les moyens de le faire, et donc de le faire vraiment à la hauteur de ce qu'on peut. Et j'ai vu, il y en a vraiment qui se sont contentés juste de dégorger parce qu'ils doivent le faire, parce qu'ils doivent aussi mettre de la viande à la disposition de leur famille. Je trouve que ça évolue et les sensibilisations aussi, ça marche. Et ça, c'est le côté aussi positif des réseaux sociaux, même si souvent on ne voit que la perversion. Bon, c'est des aspects qui comptent parce que n'importe qui a accès peut voir qu'est-ce qu'il faut faire exactement, comment le partage doit se faire, tout ça. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, oui, à l'occasion de chaque fête, on se souhaite la bonne fête, on demande pardon et tout. Malheureusement, on recommence. Normalement, si on demande pardon à quelqu'un pour une fois, la prochaine fois, on ne doit pas commettre les mêmes erreurs. Et donc, par exemple, pour la paix, pour le tout qu'on demande vraiment, ça doit être un comportement, comme Sidikoula a eu à le dire. Vraiment, ça ne doit pas être juste pour les besoins de la cause. Ah, que Dieu nous pardonne, on œuvre pour la paix, alors qu'on n'agit pas pour ça. Non, il faut que ça soit de corps et d'esprit que nous nous jetons vraiment dans le fleuve de la paix. Quoi. Il faut donc continuer à apprendre dans ce domaine-là. Hussein Issa, c'est vrai, il a parlé des réseaux sociaux, il y a des solutions alternatives à l'utilisation du bois. Tabaski écolo, comme ont eu à l'appeler certains promoteurs. Qu'est-ce que ça a donné cette année? Quel est le constat par rapport à ces solutions alternatives à l'utilisation du bois dans un pays où les chiffres montrent qu'on perd 100 000 hectares de terre chaque année? Oui, on peut déjà dire qu'il y a une nette évolution ces dernières années, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, tout le monde était au bois. Pratiquement tout le monde était au bois, n'est-ce pas? Surtout à Niamey, puisqu'il y a des zones où on ne fait pas la grillade. Bien évidemment, mais partout aujourd'hui on fait, les gens, ils ont appris l'habitude, ils ont appris à faire aussi, parce que souvent, dans beaucoup de localités, de plus en plus, il y a des régions où on ne faisait pas ça du tout à l'époque. On égorgeait à Difa, oui, mais c'est parti progressivement, les gens, et tout le monde imite, quoi, l'effet d'imitation, tout ça, tout le monde. Mais aujourd'hui, avec le charbon, non seulement c'est économique, tout le monde s'est mis au charbon. Ça pollue moins. Surtout le charbon minéral, puisque le charbon, quand c'est fait à base du bois, c'est la même chose. Oui, non, les gens ne se jettent pas sur le charbon minéral. Les gens ont eu des expériences malheureuses, malheureusement. On dit que ça ne s'allume pas vite. Bien sûr, non, parce que c'est mal préparé. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué, ce qu'on met dans les sacs pour vendre, ce n'est pas la meilleure qualité, parce que la meilleure qualité, ça prend rapidement. Il me dit ça, tu peux pratiquement passer une journée avant de pouvoir l'allumer. Oui, bien sûr. Il y a des qualités qui sont encore, c'est qu'on met, il m'a expliqué que c'est pas... Oui, on en produit, même bien cette sûr, fois-ci, on en a vendu. Mais les gens est une production locale pour une grande partie. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est une affaire d'une journée. Du matin jusqu'à début d'après-midi, fin d'après-midi, n'est-ce pas, pour pouvoir évacuer. C'est pour ça que les gens sont toujours au charbon traditionnel, là, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas d'où ça provient un peu d'ici, mais également des pays côtiers. Il y a beaucoup de pays côtiers, ça fait longtemps, même la cuisine, ils font ça au charbon. Le plus souvent, dans toutes les familles, tu vas trouver des fourneaux. C'est plus économique, et puis bon, mais c'est économique et puis c'est rapide. De plus en plus, les gens, ils ont cessé comment vais-je dire, de prendre le bois. Mais la seule chose qui reste maintenant, c'est que les fourches hautes, forcément, les gens vont rester au bois tant qu'on ne trouve pas un mécanisme, n'est-ce pas, pour pouvoir changer ça. Et tant qu'on va rester dans ce système avec toujours du bois, quand ça va, il faut recourir au bois, c'est que si ça va Il y a une autre solution alternative, c'est de planter un arbre à chaque tabaski pour chaque mouton sacrifié. Il y a des gens qui ont mis ça en statut pour dire qu'ils s'engagent pour cela. Oui, le problème, moi je dis, le fait de planter un arbre n'est pas tout. Quand on plante un arbre, il faut aussi... Voilà, parce qu'on peut planter aujourd'hui et puis l'abandonner au bout d'une semaine.
l'herbe va calciner sous le soleil. Alors, quand tu plantes un arbre, il faut l'entretenir et c'est un travail de longue haleine. Malheureusement, c'est ça qui manque à tous les niveaux. On voit bien sur les voies publiques, même souvent, on met des arbres, on plante des arbres, mais on ne vient pas les arroser régulièrement. Au bout d'un certain temps, les animaux qui divaguent viennent, ils broutent ces plantes-là et puis ça fait que ça ne marche pas, n'est-ce pas? Il y a cette volonté, ou du moins il y a comment on appelle ça, cet engagement, mais c'est verbal, ça c'est limite à ça. Moi je me rappelle, toujours j'ai fait référence à ce que Sankara est parvenu à faire, un village en bois, qui a été formidable. Un village en bois, il est parvenu à faire aux paysans des petits, des bosquets, partout dans les villages. Et ça a favorisé, comment dirais-je, les précipitations. Ici, malheureusement, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est du slogan, c'est la politique. Alors que c'est des choses concrètes. Ousmane Sidoukou, cette fête est célébrée dans un contexte où nous avons une quinzaine de milliers de pèlerins nigériens en terre sainte de l'islam. En tout cas, selon le Coro qui a animé un point de presse le samedi 24, les 294 pèlerins qui étaient là et avec lesquels il y avait des inquiétudes ont pu être convoyés en terre sainte. Donc, selon en tout cas le Coro, tout se passait bien. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on ne peut pas faire un bilan définitif puisqu'il y a également l'étape du retour qu'il faut très bientôt donc commencer. Mais globalement, quel mot analyse avez-vous à ce sujet? Vous savez, certes, il n'est pas opportun d'en faire un bilan, mais il est loisible de constater que ce sont les mêmes causes qui sont en train de produire les mêmes effets. C'est-à-dire les mêmes travers. Moi, ce que je dénonce personnellement, l'expérience, c'est quoi? C'est la somme de nos erreurs. Les raison sous-jacente de la création de cette institution, c'est pour que nos pèlerins cessent de subir les déboires auxquels ils font face à chaque édition du Hajj. Or, on constate à l'épreuve des faits que chaque fois, on veut bien nous faire croire qu'il y a une amélioration, mais il n'en est rien. C'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé, comme dirait l'autre. Mais je pense que, honnêtement parlant, avant l'édition prochaine, il faudrait qu'on crée le cadre, qu'on situe les responsabilités et qu'on mette chacun devant ses responsabilités. Quitte du Coro, des agences de voyage, des pèlerins. Moi, je pense qu'il faudrait créer le cadre, crever l'abcès. On ne peut pas continuer à revivre les mêmes cauchemars, les mêmes déboires, les mêmes impairs inhérents au Hajj. On doit s'inspirer. Trouver les mécanismes à travers lesquels au moins que les déboires soient atténués d'édition en édition pour ne pas continuer à revivre les mêmes choses. Mais je pense qu'à l'heure du bilan, peut-être qu'on va créer ce cadre-là, crever l'abcès, situer les responsabilités, mettre chacun devant ses responsabilités et qu'éventuellement chacun s'assume pour que vraiment les pèlerins cessent de subir ce qu'ils sont en train de subir. Pour que donc on enregistre plus de progrès. Il dit que ce n'est pas arrivé, c'est-à-dire qu'on peut faire mieux, c'est ce qu'il estime. Mais est-ce qu'il y a des aspects par rapport, par exemple, aux conditions d'hébergement, le transport au lieu du Hajj, la restauration, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'avait pas de tente à Mina. Bon, il paraît que ce n'est pas aussi grave que ça. Toujours est-il qu'il serait bien qu'on n'ait pas absolument de problème, que notre Hajj vraiment soit le plus sécurisé possible. Je vous dis qu'il y a quelques années, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Nigériens, on ne peut même pas compter, qui viennent prendre le départ du Niger. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les Nigériens qui ont les moyens préfèrent même prendre le vol Air France, contourner, aller en Arabie Saoudite, faire leur pèlerinage et reprendre le même trajet pour venir. C'est possible. C'est de cela qu'il s'agit. Et de veiller, ce n'est pas... Le COHO, c'est une institution normalement permanente. Ils doivent en permanence veiller à ce que chaque année s'améliore, que ça soit meilleur, nettement meilleur que l'année passée. Donc c'est la même chose. Maintenant, dès qu'ils reviennent, ils font le bilan et ils font le plan d'action pour 2024. C'est de cela qu'il s'agit. Et je pense que c'est possible. C'est possible. Parce que celui qui va partir l'année prochaine, il est en train de se préparer déjà. N'est-ce pas? Il dit que bon, je dois mettre tel montant. D'ici 6 mois, je dois totaliser mon argent et verser mes frais de déplacement. Et donc, de quoi il s'agit?
et aller réserver là où il faut les meilleurs hôtels, les meilleures places, les meilleurs moyens de déplacement pour les Nigériens. Merci beaucoup. Aboukiaga Arimi, on vous a bien compris. Ousainissa, est-ce que vous avez d'autres éléments? Il faut dire qu'il y a eu à la date du samedi 24, 5 décès, 3 à Médine et 2 à la Mecque. Des pèlerins dormaient sous des ponts, on a vu comment... Il a parlé de ça, mais... On a vu sur les réseaux sociaux encore des Burkinabés venir déloger des pèlerins nigériens qui disent que... On ne sait pas c'est quelle nationalité, c'est sur les réseaux sociaux, alors, on a vu... Bon, tout ça là, quand même, ça pose un sérieux problème. Moi, j'ai dit quelque part, il y a une espèce d'arnaque. Tout à l'heure, l'avionneur, tout le monde sait c'est quel avionneur. Pourquoi, si ce n'est pas la politique, on va continuer à maintenir la personne? L'hébergement, c'est le transport. Hein. Oui, ça, le volet transport. Mais cette fois-ci, cette année, il y a un autre problème qui est venu s'écriver, l'obtention du visa, où des chefs d'agence n'ont pas pu prendre les visas à temps. Tout ça, là, ça ne devait pas... Selon le Coro, on a l'impression qu'il y a une solution qui a été trouvée par rapport à ça. Oui, parce mais que le problème, Coro le monsieur qui a paye, rassuré que... qui paye 3 millions et quelques là, il ne paye pas pour aller faire simplement 10 jours ou 7 jours ou une semaine. Il a payé pour les 45 ou les 30 jours là, ou tout au plus 25 jours. Alors, il a payé cet argent-là, ça va aller dans des poches parce qu'il n'a pas fait le nombre de temps qu'il devait faire sur place. Alors, pourtant, on a pris le même montant avec lui que celui qui est parti 2 semaines auparavant. Alors, ça n'a aucun sens. À partir du moment où la personne, les pèlerins qui vont précipitamment à la dernière minute, qui ont juste le temps même de débarquer pour faire juste les rites et puis et revenir. Moi, je dis quelque part, on doit pouvoir les rembourser parce qu'on leur a pris les mêmes montants que ceux qui sont allés un peu. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Nous allons donc passer. On a mis tellement de politique dans l'affaire qu'on peut pas. On peut régler ce problème-là. Vraiment. À partir d'une édition, si on décide l'année d'après, on décide d'arranger pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses, moi je suis convaincu que ça va s'arrêter. Voilà, c'est donc votre souhait que le manquement s'arrête donc et qu'on puisse arriver à un niveau qui permet une meilleure organisation du Hajj au Niger. Et nous allons à présent passer au deuxième sujet du forum de la presse de ce soir. Le Parlement nigérien a adopté le 22 juin dernier le nouvel hymne national du Niger. Il s'appelle l'honneur de la patrie. Ce hymne national vient donc remplacer la nigérienne. Le vote du projet avait recueilli 149 voix pour, 0 contre et 0 abstention. C'est donc un vote unanime. Ousmane Sidikou, qu'est-ce qui a motivé les autorités à procéder à ce changement de l'hymne national, la nigérienne, qui avait été utilisée depuis l'indépendance, mais l'adoption même en tant qu'hymne national, c'était en 1961. Vous savez, ce nouvel hymne-là, pour beaucoup, la rupture avec l'ancien, c'est pour vraiment cesser d'être sous ce paternalisme-là tant décrié et qui, pour beaucoup, est loin de refléter plusieurs de nos valeurs. Mais il se trouve que moi, à mon corps défendant, je constate à l'épreuve de fait que le nouvel hymne n'est pas aussi loin que l'ancien. Primo, je trouve qu'il est long. Moins long que l'ancien. Bon, moins long, mais il reste long quand même. Il reste long, mais même si il y a un travail sémantique, on trouve les mots peut-être moins faciles. Absolument, ça c'est un. De deux, maintenant, il ne faudrait pas que nous retombions dans les mêmes, je dirais, travers ou interprétations d'avec l'ancien. Tout ça, je pense il vous est arrivé d'être à l'extérieur ou même sur le territoire national. Il faudrait que, je ne sais pas si ça vous est arrivé, cette chair de poule-là, quand on entend votre hymne, ça doit éveiller en vous un certain patriotisme. C'est ce qui a été recherché. On dit qu'il faut vraiment un hymne qui galvanise. Absolument. Mais est-ce c'est le cas pour l'hymne qui a été adopté le 22 juin? Je reste dubitatif, encore défendant. C'est pourquoi je pense que ça doit être revu. On va me dire que c'est le travail d'un comité. Avec puisque tout le respect dans la deuxième strophe, on rend hommage aux aïeux pour leur courage guerrier, intrépide qu'ils ont été. Tout à fait. Voilà, ça, puisque ça ne figurait pas dans l'ancien. Absolument. Maintenant, voilà, on a beau rendre hommage, on a beau
faire ressentir ce sentiment de redevabilité-là, il faudrait que cela se traduise dans nos actes et ce, en premier lieu, des gouvernants. Aujourd'hui, on peut chanter, on peut vouloir changer à tout bout de champ d'hymne, mais il faudrait que cela se matérialise, il faut que cela soit reflété dans nos comportements de tous les jours et cela à tous les niveaux. Donc moi, je pense que c'est vrai, il est encore trop tôt de tirer des conclusions hâtives, mais moi je pense qu'on doit se donner les moyens pour que l'on sente véritablement, rien qu'à l'entonnant, qu'on sente qu'il y a cette nette différence-là, il y a cette démarcation nette d'avec l'ancien. Moi je pense que c'est un travail qui doit être fait et que vraiment nous fondons l'espoir pour que nous constations cette démarcation nette avec l'ancien là et que cela, j'insiste là-dessus, se matérialise dans les faits et que cela reflète davantage tant de valeurs qui nous sont si chères. Abou-Kiari Arimi, il a justement parlé du paternalisme, certains ont parlé d'inféodation vis-à-vis de la France, parce qu'il y a justement un vers là où on dit soyons fiers et reconnaissants de notre liberté. Alors à ce niveau, on pense que cette reconnaissance, certains disaient que c'est à l'endroit de la France, et à ce niveau, on rappelle que voilà. Mais moi, avec le nouvel hymne, mon problème, c'est que je le trouve sincèrement fade. C'est-à-dire léger. Et on dirait que des parties des textes ont été racolées pour essayer. Oui, il y a vers la fin où on dit restons debout. Il y a debout qui revient, donc, mais en fait, c'est là où on incite au travail. C'est-à-dire, du point de vue musical, j'ai trouvé ça sincèrement nul. Du point de vue poétique, je ne trouve pas les refrains que je veux. Parce que c'est quoi l'objectif en changeant? Est-ce que c'est changer pour changer? Je ne pense pas. Parce qu'on a tous une dent un peu contre l'ancien hymne, n'est-ce pas, qui réfère au paternalisme du colonisateur, n'est-ce pas? Ça, c'est aujourd'hui, il est grand temps. Nous, on n'a pas connu la colonisation, nous n'avons pas été colonisés. On ne veut pas que ça apparaisse dans nos textes. OK. Mais comment? Parce que ça nous a été un peu parachuté, comme un cheveu vraiment dans la soupe. Est-ce que les Nigériens, on n'a pas amené les Nigériens à travailler pour leur hymne? À part les 146 députés et ceux qui ont travaillé le texte, peut-être qui ont fait la mise en musique, sincèrement, du point de vue musical, l'ancien est nettement meilleur. Cet aspect, à mon avis, ça n'a pas été travaillé. Et il faut le retravailler. Oui, l'Assemblée l'a voté et j'espère qu'il y a possibilité encore de retoucher. Travaillons, retravaillons, prenons en compte le contexte actuel. Quelles sont les difficultés? Par exemple, quelque chose comme la démocratie. Aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on se bat pour. Je ne vois pas ça dans le nouveau texte. Plus de 30 ans, oui. Plus de 30 dans le nouveau, il y a la promotion de la paix, la justice, c'est extrêmement le progrès, important. tout ça, ça figure. Il y a aussi, dans la première strophe, on rappelle que tous les Nigériens sont des frères, puisque c'est de façon poétique qu'on dit frères et sœurs, nous sommes l'attaque au début. L'attaque, je n'ai pas aimé ça, moi. Moi, je viens de Difa, n'est-ce pas? Et on dit du confin du fleuve Niger. Oui, c'est vrai, on parle des rives on a l'impression du que fleuve toute Niger aux confins. C'est une situation géographique du Niger qui est présentée. On doit éviter ça. Parce que le premier Niger qui figure dans l'hymne, ça fait référence au fleuve. Et ensuite, on amène le deuxième Niger qui est, on dit, nourri de la même sève. Oui, parce que chacun doit se sentir patrie, concerné. Le Niger. Chacun doit se sentir concerné. On ne doit pas faire des références vraiment géographiques. Sauf, par exemple, on a le mont Greboun, n'est-ce pas? Et qu'on veut élever quelque chose au-delà du mont Greboun. Oui, mais puisqu'en géographie, on ne peut pas parler de justement, toutes les localités. Justement, c'est de ne pas utiliser. C'est de ne pas prendre. Et parfois, on a envie de dire quelque chose. D'ailleurs, celui qui a trouvé ça que c'est long, eh bien, il faut couper ça et jeter. Par exemple, moi, je pense que, mais au fond, vraiment, il y a un travail artistique, n'est-ce pas? Mais aussi du point de vue émotionnel et contextuel à faire. Autrement, vraiment, il y a beaucoup à reprendre dans ce hymne-là. Et je pense que ceux qui nous écoutent, ceux qui décident aussi en savent quelque chose. On ne peut pas s'arrêter à ça. Et la mise en musique, pardon, il faut changer.
D'abord, merci, voilà. Merci Aboki Agimi. C'est vrai, quand la nouvelle a été entendue, il y a eu beaucoup d'appréciations, il y a eu des critiques. Mais il faut rappeler que c'est un comité qui a été mis en place, qui date de décembre 2019. Et selon le comité, c'est des Nigériens qui ont écrit, puisqu'il y a eu je suis entièrement d'accord. des candidatures. Il y a eu 38 candidatures au début. Après, on est allé à 7, ensuite 3. Et c'est finalement... Oui, mais ce que j'aurais voulu, c'est d'ouvrir. C'est d'ouvrir. Il y a eu une journée parlementaire, il y a la CAGI à l'Assemblée nationale qui a essayé de ça prendre aurait le pu circuler pour... au niveau des structures socio-professionnelles. Par exemple, les médias, on n'a jamais vu ça. On aurait pu donner notre point de vue. Les régions, les villages... Les experts, on estime qu'ils viennent de tous les horizons. Vous savez, il y a deux façons de faire. Il y a deux façons de faire. C'est dans un contexte. Une seule personne peut écrire suite à une inspiration vraiment monstre, ça marche. Sinon, il faut vraiment une large consultation, parce que c'est extrêmement important. Depuis, on a cette constitution, mais on a un seul hymne jusque-là. Voyez-vous, comme quoi c'est quelque chose vraiment de 62 ans. Donc c'est quelque chose de pérenne. Un cas, les Algériens, ils viennent de remettre 3 vers dans leur hymne national et ça parle dans le monde entier parce que ça remet en cause justement l'ancien colonisateur. Avant, on ne jouait l'entièreté qu'au président de la République. Maintenant, ils disent qu'ils remettent tout sur la planche et même aux sportifs, à tout le monde, c'est le même hymne national qu'on doit jouer. On doit être dans ce contexte. Et c'est facile à apprendre parce que quand ça te parle en 1-2 lectures, tu assimiles. Quand ça ne te parle pas, ça ne te dit rien, tu ne vas pas apprendre. Mais l'hymne, là, est-ce que ça ne parle pas aux citoyens? Non, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui manque. En tout cas, ça ne pique pas. Mais pourquoi ça n'a pas été modifié jusqu'à son adoption et bientôt sa promulgation peut-être, puisqu'à l'heure actuelle... Non, je pense qu'il y a moyen. Oui, il faut parce que malgré l'adoption, à mon avis, qu'il y a moyen de retoucher. C'est-à-dire que puisqu'il y a eu une journée parlementaire au moins, plusieurs rencontres, il y a eu également le niveau c'est pas suffisant. De la CAGI. Moi, je ne suis même pas au courant qu'il y a par exemple eu... Moi, j'ai appris cette histoire, j'ai connu ce hymne-là le jour où ça a été adopté. Or, je ne suis pas le Nigérien le moins informé. OK, donc il y a des écoles, il y a tout. Essayez avec des enfants, voir qu'est-ce que ça leur donne, parce qu'ils ont leur mot à dire. Vraiment, dans les régions, dans les villages, essayez de faire jouer la fanfare, tout ça. Merci beaucoup. Aboki Agimi. Ousainissa, il faut rappeler que la Nigérienne est l'œuvre d'un compositeur français. Son nom, c'est Maurice Albert Thiriet. Et on va donc, si l'hymne est retenu, promulgué, et on commence à l'exécuter, il va falloir dire donc au revoir à la Nigérienne. L'Assemblée nationale a procédé à ce vote avec 149 voix pour, 0 abstention, 0 contre. C'était donc un vote unanime et ça répond à l'article 174 de la Constitution qui exige 4 sur 5 des députés composant l'Assemblée nationale pour réussir à modifier la Constitution. Puisque si on n'a pas obtenu les 4 sur 5, c'est-à-dire 80% des députés, la Constitution exige un référendum pour que les citoyens puissent se prononcer de façon directe sur le projet en question. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition a adhéré à ce changement d'hymne national? Moi, tu sais, il y a des représentations, figuration. Figuration. Moi, je considère que cette chambre-là, c'est de la figuration, ils font. Parce que tout ce que le gouvernement a introduit, ils vont faire. Moi, je vais te parler un peu de la genèse. C'était dans quel contexte politique qu'on avait décidé de changer l'hymne? Et quelle lecture il faut faire alors des députés de l'opposition qui ont voté? Même si les députés de l'opposition critiquent, est-ce que ça ne va pas passer? Mais ils ont voté pour. Même s'ils ont voté. C'est important le vote contre parce que... Non, moi je vais dire une chose. C'est pas parce qu'il y a un parlement qu'on ne peut pas consulter de temps en temps les citoyens. C'est pas parce qu'il y a des députés de l'opposition. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Nigériens qui ne se retrouvent pas à travers cette Assemblée nationale, n'est-ce pas? Parce qu'ils sentent que l'Assemblée nationale n'est pas là pour aider, pour défendre les intérêts des citoyens à la base, n'est-ce pas?
Alors, moi, je vais aller dans le contexte où ce changement-là a été décidé. On était dans la deuxième mandature de Youssouf Mamadou, Renaissance culturelle. Les gens sont allés fouiller. Ah, c'est un Français qui a écrit un colon. Et il y a 2 vers, soyons fiers de notre liberté nouvelle. Ça, mais ce n'était pas la première fois. On se rappelle qu'en 89, il y a un comité qui avait été mis en place. Laisse tomber. Et on est parti sur cette base-là. Il fallait modifier. Finalement, on a abandonné l'option de la modification pour carrément proposer une nouvelle ligne, n'est-ce pas? Depuis, le comité a été mis en place. On ne sait pas comment ils ont travaillé de 2019 jusqu'à avant-hier. Seulement, quand on a dit ça a été adopté. Les citoyens n'étaient pas... Moi, j'ai pensé même que ce comité s'est disloqué, que c'est fini, quoi. Alors, parce qu'il y a eu 4 ans, justement. Oui, pour faire un hymne. Alors, ce que je vais dire, ok, c'est une nouvelle hymne, et puis bon, la rythmique, un peu, la chanson, les gens ont l'impression que c'est une chanson qu'on connaît déjà, n'est-ce pas? Ça, déjà, c'est un facteur... déjà entendu, n'est-ce pas? C'est un facteur répulsif. Et, comment on veut dire, les références géographiques. Non, si on veut faire des références géographiques, le tal là, ça se trouve de l'autre côté, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas mettre, si on veut faire les 4 points cardinaux, on devait pouvoir mettre ça dedans. On parle des rives du fleuve Niger aux confins de Ténéré. Non, ça c'est inératé. Alors, mais le Ténéré, c'est le nord. Alors, je vais revenir. On dit, c'est un colon qui a écrit, on ne doit pas se ressentir dedans parce qu'il y a une espèce de condescendance vis-à-vis des colons. Alors, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui comme politique, est-ce que ce n'est pas même une soumission vis-à-vis de l'ex-colonisateur? Alors, on change un hymne. On fait venir des troupes pour dire ceux qui vont assurer notre sécurité. Où est la fierté? Où est l'honneur de la patrie? Quand on pose un hymne, comme l'a dit Arimi, ça veut dire qu'on veut véritablement être autonome, indépendant. Aujourd'hui, est-ce qu'on l'est? Quand c'est carrément les autorités qui défendent les intérêts de l'ex-colonie, n'est-ce pas? Sur le plan non seulement économique, mais même sur le plan diplomatique dans la sous-région, n'est-ce pas? On se met en conflit pratiquement avec des pays voisins alors qu'on a les mêmes problèmes. Alors, où est la pertinence? Alors, dis-moi où est la pertinence de changer ce thème-là? Merci, Hussein Issa, on vous a bien compris. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport au vote? Non, moi, je pense que c'est de prendre vraiment en compte les avis des uns et des autres. Et surtout quand vous regardez, et même pour beaucoup les spécialistes, ils ont fait des remarques et des remarques assez objectives. Moi, je pense que les gens doivent prendre sur eux, prendre en compte toutes ces critiques pour que vraiment nous sentions cette démarcation nette avec l'ancien hymne, avec tout ce qu'il y a inhérent comme paternalisme, comme soumission et que sais-je encore. Moi, je pense que franchement, merci beaucoup. Ils doivent revoir leur copie pour que chacun se retrouve. Merci. Nous terminons le forum de la presse de ce soir avec du sport débuté le 24 juin dernier pour prendre fin le 8 juillet prochain. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, CAN U23, se poursuit au Maroc après son match nul contre les Pharaons d'Égypte, tenant du titre pour sa première sortie dans le groupe B des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations U23 à Tanger. Le MENA du Niger a battu les Panthères du Gabon mercredi soir au stade Batouta de Tanger. Ce deuxième match gagné par les poulains de Zakariaou Ibrahim donne 3 points de plus au Niger qui se retrouve actuellement avec 4 points. Il faut donc 1 point au Niger. S'il arrive à gagner ce point, il va pouvoir donc passer au stade supérieur. Aboukari Arimi, que faut-il comprendre de cette victoire du MENA U23 face à l'équipe gabonaise? Merci. Il ne faut pas se le cacher, c'est certainement le ventre mou du groupe. Les gens s'attendaient à ce que le Mali et l'Égypte passent et que le Niger et le Gabon, n'est-ce pas, soient 3e et 4e. Donc que le Niger batte, ça c'est déjà une très bonne chose. Ce qui a surpris les gens, c'est surtout le nul contre l'Égypte, qui est champion en titre
de la catégorie, n'est-ce pas, il y a 4 ans. Et donc, du coup, le MENA est craint, est perçu comme le trouble-fête de l'affaire, parce que le Mali, que d'aucuns voyaient aussi comme l'un des leaders du groupe, n'est-ce pas, a pêché face à l'Égypte, 1-0. Et donc le Mali n'a que 3 points. Ce qui est un peu difficile et qui sera un match extrêmement difficile, le prochain match du MENA. Ce sera le samedi soir. Le samedi soir. Donc on a beaucoup de chance, mais le Mali va venir prêt, malheureusement pour nous. Moi, dès le tirage, j'avais souhaité un match contre le Gabon en dernière position, par exemple. On va faire quelque chose contre les 2 leaders et puis on trouve le Gabon. Et là encore, j'avais voulu une victoire du Mali contre l'Égypte. Donc un Mali déjà qualifié qu'on va croiser en finale. Et là, on va faire vraiment un jeu égal entre voisins, entre frères de l'Afrique de l'Ouest, tranquillement pour jouer. Mais je connais Zakariaou. Ce bonhomme a quand même éliminé le Soudan, éliminé la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, pour nous qualifier. Il a tenu en échec, je dirais, l'Égypte 1-1. 0-0. Aujourd'hui, on a battu le Gabon. Il faut reconnaître à César ce qui lui appartient. C'est lui qui a préparé l'équipe. C'est lui qui est allé en acclimatation avec l'équipe. C'est lui qui conduit l'équipe. Aujourd'hui, vraiment, il faut croire à une symbiose entre lui et ses joueurs qu'il connaît très bien. Pour la petite histoire, c'est quelqu'un que je connais. J'ai suivi Zakariaou depuis 2005. J'étais avec eux à Tripoli. Cheikh Omar Diabaté était son principal. Mais en réalité, pour qui voit de près le comportement de deux, il était au Sahel Sporting Club et déjà, c'était quelqu'un qui avait de la suite, de la vision dans le jeu. Donc, j'espère qu'il va leur tendre le piège qu'il faut. Ousseinissa ? Dans tous les cas, c'est une affaire de complexe. Quand ils développent un complexe par rapport, et je ne vois pas en ces joueurs-là de complexer. Ils jouent vraiment de manière, ils savent qu'ils sont là pour jouer. Et ils sont là pour battre. Moi, je considère qu'ils vont faire le travail nécessaire. On a vu la dernière fois la progression qu'ils ont eu à faire. Moi, j'ai dit, à partir du moment où c'est avec 2 pieds qu'on joue, on court tous derrière le même ballon. Alors, mais pourquoi je vais laisser? Parce que l'autre, on l'a vanté, on dit que machin. Non, moi, je peux. On a montré que c'est possible, n'est-ce pas? On a vu de plus en plus les grandes équipes, les grandes nations de foot sont en train de péricliter. Des nouvelles nations sont en train d'émerger. Moi, je dis c'est une question de... On a toujours développé le complexe. Quand on apprend qu'on va jouer avec... Tu viens sur le terrain avec déjà le moral dans les talons. Alors, il faut éviter ça. Il faut éviter. Moi, je pense qu'ils vont pas. Ils vont jouer, ils vont monter sur le terrain. Quoi qu'on dise de l'équipe malienne, moi, je dis ils peuvent tenir un échec ou ils peuvent carrément battre l'équipe malienne. Je ne l'exclus pas. Mais il faut gagner, puisque quand on gagne... non, mais même s'ils tiennent un échec, ils peuvent gagner. Oui, comme parce ils que peuvent quand on tenir un maintient échec. le match nul, Alors, parfois vers la fin, il y a des c'est pas surprises. parce que l'entraîneur malien est sorti faire son show. Il faut jouer pour la victoire. Oui, mais bien sûr, l'idéal, c'est de gagner. C'est pas pour faire un match nul. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand ils vont monter sur le terrain, de la même manière, ils ont joué sans complexe avec l'Égypte. De la même manière, ils vont jouer sans complexe avec, comment dire, il est plus facile encore de jouer avec quelqu'un qui a la même peau que toi, que de jouer avec ces Arabes-là, qui même le contact souvent. Alors, moi, vraiment, je n'ai pas d'appréhension par rapport au prochain match qu'ils vont jouer. Et je leur souhaite bonne chance. Bonne chance dans cette compétition. Est-ce qu'on peut espérer avoir la coupe mais pourquoi pas? Pour une première fois? Attends, deux objectifs pour ce tournoi. Il faut d'abord remporter le tournoi. Et ça, on devient premier. On a la coupe, on a l'enveloppe qui va avec et tout. Mais aussi, il faut être parmi les 3 premiers pour pouvoir se qualifier à la phase finale des Jeux Olympiques qui auront lieu en 2024. En été 2024. Et ça semble motiver plus les gens que même le titre. Et donc, ça passe par ce match-là contre le Mali qu'on doit nécessairement gagner samedi. Ousmane Sidiko, pour terminer, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement pour arriver à cet espoir souhaité? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est ce qui a été fait. C'est de faire chorus derrière ces jeunes-là qui sont en train de vraiment nous donner toutes les raisons d'être, de continuer davantage à être fiers d'eux. D'ailleurs, Arimi l'a si bien dit, nous étions le petit poussé du groupe. Secondo, d'avoir tenu la dragée haute au champion en titre et d'avoir battu le Gabon.
même s'il n'est pas loin d'être le petit poussé du groupe, maintenant c'est cette victoire impérative face à cette équipe du Mali, dont vraiment ils ont le vent en poupe. Mais moi je suis convaincu d'une chose, on va continuer à y croire comme nous l'avions toujours cru. Impossible est loin d'être nigérien. Et plaise à Dieu, tout le peuple sera et continuera à être derrière ces jeunes braves là. En premier chef, le maestro Zakariaou, pour qui nous avons de profond respect, une profonde estime. Donc vraiment c'est de les accompagner avec toutes nos prières, et plaise à Dieu, la réussite sera au bout de le faire à travers une victoire de notre pays face au Mali. Bonne chance donc au MENA U23. Le match contre le Mali, c'est donc samedi soir. Et c'est ici que se referme le forum de la presse de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à nos invités. Ousmane Sidikou, journaliste indépendant, Aboukiari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant également. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Abdoulaye Yakouba et Seyni Saka. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à toutes et à tous et bonsoir.